Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, on va commencer en revenant sur la nomination du haut représentant du président de la République. On a déjà fait un focus sur la question, mais on voudrait préciser qu'il y a des nominations qui sont normales parce que c'est la Constitution qui le demande. Par exemple, quand on nomme les 33 sénateurs, c'est parce que c'est ce que la Constitution demande. Mais quand on fait des nominations qui vont gréver le budget de l'État inutilement, nous, on se plaint. Voilà, parce qu'il y a déjà un vice-président de la République. On ne comprend pas ce qu'un haut représentant vient faire. Il y a déjà un préfet de région et un président de conseil régional. On ne comprend pas ce que 14 ministres-gouverneurs viennent faire. Chacun a un budget de milliards. Nous estimons que c'est des milliards qui peuvent aider à renforcer nos infrastructures de base. Voilà. Il y a déjà aussi un Parlement. On ne comprend pas pourquoi il y aurait encore un Sénat, d'autant plus qu'on a fonctionné sans Sénat pendant plusieurs années sans qu'il n'y ait de problème. Donc nous, c'est par rapport à la cherté de la vie que nous faisons toutes ces observations. On espère que le nouveau gouvernement n'aura pas plus de 32 ministres, puisque le dernier avait 32. Voilà. L'avant-dernier avait une cinquantaine. Si on peut descendre même à 25, ce serait l'idéal, mais on espère qu'on ne va pas dépasser les 32 qu'on avait déjà. Voilà. Donc vraiment que nos autorités pensent à nous. Voilà. On va commencer avec la rentrée judiciaire qui a déjà eu lieu. On vous l'avait dit la dernière fois. On attendait que les juges s'installent bien pour parler des prisonniers. Voilà. S'il y a des crimes, s'il y a des délits, c'est normal qu'il y ait des prisonniers. Mais nous, ceux dont nous nous plaignons, c'est les prisonniers qui n'ont pas de raison d'être en prison, comme les prisonniers politiques. Voilà. Dans le cadre de la réconciliation nationale, à l'heure où nous parlons, nous ne devrions plus avoir de prisonniers politiques parce que tous ceux qui étaient responsables du pouvoir avant ce régime-là sont tous en liberté. Le président Gbagbo a été acquitté, sa femme a été amnistiée, les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, tous ceux-là sont en liberté. Il y a même certains qui sont nommés ambassadeurs. Donc, on ne comprend pas pourquoi ceux qui leur ont obéi, ceux qui ont fait leur devoir républicain de force de l'ordre, sont encore en prison. La question que je voudrais poser au pouvoir actuel, c'est est-ce que si un jour, eux, ils ne sont pas là, ils seraient d'accord que ceux qui sont dans les forces de l'ordre aujourd'hui soient emprisonnés parce qu'ils ont fait leur travail, parce qu'ils ont obéi à leurs supérieurs? Je suppose que la réponse sera non. Si la réponse est non, pourquoi vous continuez de maintenir depuis 2011 des pères de famille en prison? Il y en a même qui étaient en prison, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants. En tout cas, c'est méchant, c'est pas normal. Et si réellement on veut de la réconciliation en Côte d'Ivoire, ça, c'est des injustices qui devraient être réparées. En dehors des prisonniers militaires, il y a aussi des prisonniers civils, mais prisonniers politiques. Il y a beaucoup de cas. Voilà. Je vais citer par exemple le cas de M. Bakayoko, un professeur d'anglais qui a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'affaire du drone. Ils ont tous été arrêtés en 2020. Le drone a été libéré le 6 août 2021. M. Bakayoko est encore en prison sans jugement jusqu'aujourd'hui. Actuellement, où on parle de pénurie de professeurs, là, voilà un professeur qu'on est en train de maltraiter comme ça. Et ce n'est pas normal. Vous le jugez ou vous le libérez. Ce n'est pas normal de confisquer la liberté d'un père de famille de cette manière. Vraiment, ce n'est pas normal. Et il n'est pas le seul. Comme maintenant, vous êtes revenu là, on va refaire la liste et puis on va venir parler d'eux. Maintenant, parmi les autres prisonniers qui ne sont pas prisonniers politiques, il y a des cas aussi qui sont là. Des gens qui sont en prison depuis 10 ans, on ne les juge pas. Et puis ils sont là. Il y en a même, on a perdu leur dossier. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des gens comme ça. Voilà Axel, hein, depuis avril 2013, il est en prison. Il a été arrêté à 21 ans. En avril passé, là, il a eu 9 ans en prison. Ça lui faisait 30 ans. C'est quoi tout ça là? Ça a fait 10 ans maintenant.
en avril prochain. Il y a une autre qui s'appelle Laetitia Gueye, qui est chez les femmes là-bas. Depuis 2013, elle est en prison, sans jugement. Et ce genre de cas-là sont légion. Les prisons sont surpeuplées. Il y a des règles dans le code de procédure pénale. Là. Il y a un délai pour juger les gens selon leur délit. Et puis vous faites ce que vous voulez. Vous êtes assis dans vos bureaux, vous ne faites pas votre travail, vous enfreignez aux règles. Normalement même là, les juges qui ont ces dossiers et puis ils se comportent comme ça là, on devait les sanctionner aussi. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir sur la vie de son camarade comme ça et puis il s'en fout. C'est pas sérieux, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc on va encore une fois relever toutes ces listes-là et puis en parler. En parler pour que quand même, pour vous interpeller sur toutes les défaillances du système judiciaire qui portent préjudice aux citoyens. Même un prisonnier, là, il a des droits. Et le droit, là, c'est vous-même qui étudiez ça, c'est à vous, on demande d'appliquer ça. Et puis, c'est vous encore qui faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas normal. C'est pas normal. On va revenir dessus. Voilà. Il y a aussi le cas de Maman Bla, on en avait parlé déjà. Elle, son procès a été programmé pour le vendredi. Si Dieu le veut, avant vendredi, on fera un focus sur cette question pour que vous soyez mieux édifiés parce que c'est quelqu'un qui a été emprisonné. Elle aussi, depuis, ça fait bientôt 1 an et demi, elle est en prison, on ne la jugeait pas. Elle a la chance encore, ils ont programmé son procès. On espère que ce sera un procès équitable parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce que ces plaignants disent de leur relation avec la justice et avec les autorités de ce pays. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en principe de dire le droit, rien que le droit. Messieurs, les juges, mesdames, les juges, il y va de votre honneur. Voilà. Donc, on va parler maintenant de la cherté de la vie. Notre sujet principal, la cherté de la vie. Vous savez très bien que avant même l'augmentation du carburant, on subissait déjà les humeurs des transporteurs, surtout pendant les heures de pointe. Pendant les heures de pointe, les transporteurs imposent aux usagers de décomposer sur leur trajet. Donc ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui avaient prévu leur transport juste, se retrouvent dans des difficultés. Et c'est vraiment très embêtant pour les élèves, pour tous ceux qui n'ont pas de moyens, d'être obligés de rallonger, de décomposer le trajet en augmentant le transport. Par exemple, si votre distance, je dis n'importe quoi, de Cocody-Saint-Jean à chez vous, c'était 500, on va vous obliger à descendre aux 2 plateaux, prendre encore un autre truc, descendre. Et ça, c'est dans tous les quartiers, à Yopougon, à Port-Boué, partout, à Bingerville. Les gens s'adonnent à ce genre de choses. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maîtrise au niveau de la gestion des transporteurs. Donc, on veut interpeller le ministre du Transport parce que ce n'est pas sérieux que ce que les transporteurs infligent aux usagers. Il faut trouver des solutions pour que ça s'arrête. Voilà, ce n'est pas normal. On veut aussi parler du marché de gros de Bingerville. On a fait un focus qui a été publié ce matin même, mais on revient dessus pour dire que normalement, rapprocher les marchés des usagers réduit aussi le coût de la vie. Mais quand un maire qui est censé veiller au bien-être des habitants de sa commune se met à casser des marchés alors qu'il n'a pas encore construit un marché, il y a un problème. Il y a un grand marché qui est en train d'être construit à Bingerville, ce n'est pas encore fini. Déjà, en septembre 2021, le grand marché a été détruit. Pour que les commerçants aillent où, on ne sait pas. Pourtant, c'est vous-même qui prélevez des taxes auprès de ces mêmes commerçants-là. On ne sait pas à quelle logique ça obéit. Et ce que vous allez remarquer, quand on détruit les places comme ça, là, dans l'immédiat, on ne fait rien dessus. Hein. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais en pleine rentrée scolaire, en pleine saison pluvieuse, on vient, on détruit le marché, le grand marché de Bingerville. Les gens se débrouillent avec des opérateurs privés. Ils s'en vont encore créer des marchés, on s'en va encore détruire. Finalement, ça ressemble à un harcèlement. Les mêmes qui étaient au marché de Bingerville, c'est eux qui sont partis encore au marché de Gros Koulibaly. Ils sont installés là-bas avec des hangars. L'opérateur a un contrat avec la chefferie
de Adjamé Benjerville. Ce n'est pas un site même qui appartient à la mairie. Il a un contrat avec la chefferie d'Adjamé Benjerville. Donc c'est comme si c'était un marché d'Adjamé Benjerville. Donc quand le maire vient détruire ça comme ça, sans l'accord des chefs coutumiers, sans l'accord des commerçants, il y a un problème. Il y a un problème, ce n'est pas palable. Normalement, quand on veut détruire un endroit, on réunit les gens qui sont installés là, on leur parle. Et puis on trouve un terrain d'entente avant d'exécuter les choses. On ne vient pas surprendre les gens comme s'il y avait un règlement de compte. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes, plein de commerçants qui sont désemparés. Les casses même ont endommagé leur stock, leurs marchandises. Et puis c'est pourquoi, c'est à quelle fin? On voudrait bien comprendre. En tout cas, on a fait le focus. Si vous voulez les détails, si vous voulez écouter vous-même les commerçants en train de se plaindre, le responsable du marché en train d'expliquer la situation, vous pouvez aller sur notre page pour écouter ce focus. Mais on aimerait dire que vraiment, ce n'est pas sérieux. On interpelle le ministre de l'Intérieur, on interpelle le ministre du Commerce, on interpelle toutes les autorités pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Voilà. Parce que tout ça là, ça va participer encore à la cherté de la vie. Voilà. En Tunisie, à Sfax, c'est la ville où on prend les migrants et puis on les jette au désert. Là. On dit ça continue. Déjà dans notre dernier direct, on avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire, particulièrement au ministère en charge des Affaires étrangères, de prendre des dispositions pour que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie aide les Ivoiriens à avoir leur carte de séjour. Tout le monde n'est pas migrant. Mais après, c'est vous-même qui rendez les gens migrants. Parce qu'il y a des gens qui vont pour étudier, il y en a qui vont pour travailler. Dans tous les pays du monde, là, chacun va dans le pays qu'il arrange par rapport à ce qu'il veut faire. C'est tout à fait normal. C'est pour ça aussi que les ambassades existent. Donc en Tunisie, il paraît que pour avoir la carte de séjour, là, c'est la croix et la bannière. Et les policiers tunisiens ne considèrent pas la carte consulaire. Donc il faut que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie aide les Ivoiriens à obtenir leur carte de séjour. Parce qu'après 3 mois, celui qui n'a pas de carte de séjour, après 3 mois, il devient clandestin. Et on lui inflige des pénalités. Donc ceux qui ne peuvent pas payer les pénalités, là, ils s'en vont grossir les rangs des migrants. Parce que ou bien tu retournes chez toi, ou bien tu continues par la mer. Voilà en fait ce qui se passe. Donc, on veut attirer vraiment l'attention de nos autorités sur ce fait-là pour qu'on puisse aider les Ivoiriens qui sont entrés régulièrement en Tunisie pour étudier ou pour travailler, puissent avoir facilement leur carte de séjour. Voilà. À Kangrassou, c'est un village qui est à 24 km de Didier-Vie. Il nous est revenu que dans ce village-là, il y a seulement 3 classes depuis 1983. Il n'y a pas de dispensaire. Les pompes fonctionnent à peine, donc il n'y a pas d'eau potable. Et ces mêmes villageois-là sont parfois victimes d'agressions. On ne m'a pas expliqué dans quelles circonstances ces agressions se font, mais il paraît que quand ils s'en vont en ville pour demander le certificat médical, on leur refuse cela à l'hôpital. Donc on veut interpeller le directeur de l'hôpital de Didier-Vie et le sous-préfet de Didier-Vie sur cet état de fait. Quand quelqu'un a été victime d'agression, là, certificat médical, là, ce n'est pas cadeau. Donc quand il s'en va chez le médecin, là, le médecin a le devoir de lui délivrer son certificat. C'est quoi le problème? En tout cas, on nous a signalé ça, on vous informe. Peut-être que vous n'êtes pas informé, mais essayez de voir ça avec le médecin-chef de l'hôpital pour que cela puisse rentrer dans l'ordre. Éducation nationale. Hier, on nous a annoncé que le rapport des EGENA, c'est-à-dire les états généraux de l'éducation nationale, est disponible en ligne. On n'en a pas encore pris connaissance, mais voici les plaintes qui nous sont remontées et qu'on voudrait partager avec vous. Voilà, il y en a plusieurs, on en a sélectionné quelques-unes et ça vient de personnes qui travaillent même au sein de ce ministère, mais qui n'ont pas le courage de dire à leurs supérieurs ce qui ne va pas. Voilà. Premièrement, on est dans un pays où on prétend
que l'école est gratuite. Et nous-mêmes, nous voyons à la télévision des zones où on distribue des kits scolaires. Mais il y a des zones où on n'en distribue pas. Normalement, quand on dit que l'école est gratuite, là, non seulement on facilite l'inscription, qui devrait être gratuite ou à moindre frais, mais on donne des kits scolaires dans les écoles publiques au moins. Il se trouve qu'il y a des écoles où on donne, il y a des écoles où on ne donne pas. Ce n'est pas ça qu'on appelle école gratuite. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, il y a la subvention des COJES. Ça, on en parle tout le temps et on continuera d'en parler. Jusqu'aujourd'hui, où on entend vous parler, où on a commencé une nouvelle rentrée scolaire, là, il y a des COJES qui n'ont pas reçu l'argent de l'année passée. Alors que, comme on vous l'a dit, il y a certains COJES même qui embauchent des vacataires pour renforcer l'effectif des enseignants. Des vacataires donc ils payent. Ils enlèvent l'argent là où? Donc ça crée beaucoup de dysfonctionnements dans certaines écoles. Voilà. Il y a aussi le budget des chefs d'établissement. Les chefs d'établissement ont droit à un budget. Ce budget-là aussi, il arrive en retard. Pour les COJES là, non seulement ça arrive en retard, mais il y a des coupeurs sur la route, notamment à l'inspection. Mais pour les chefs d'établissement, c'est la même chose. Alors qu'il y a beaucoup de documents, même dans le cadre de l'inscription qu'on utilise à l'école, qui nécessitent du papier. Ils enlèvent l'argent là pour payer du papier là où? Et en plus de ça, on leur demande de payer 50 000 pour avoir accès au logiciel qui permet de gérer les établissements scolaires qu'on appelle école média. Il paye 51 000 là. Il doit enlever ça encore sur son salaire ou bien. Donc il y a beaucoup de problèmes avec les chefs d'établissement. On ne facilite pas leur travail. On ne facilite pas leur travail. Voilà. Il y a un problème aussi pour affecter ceux qui sortent de l'ENS. Il y a un déficit d'enseignants, ça nous tous on le sait. Mais ce n'est pas en janvier qu'on doit affecter des professeurs alors que la rentrée est en septembre. Donc, c'est des choses qu'il faut régler. Voilà, c'est des choses qu'il faut régler parce que ça aussi, ce n'est pas normal. On doit affecter les professeurs avant la rentrée scolaire pour que chacun commence l'année avec ses élèves, plutôt que de venir après le premier trimestre. L'autre problème qu'on voudrait relever, c'est le déblocage des avancements. Ceux qui passent les concours professionnels et puis ça marche là, pour mettre leur salaire à niveau par rapport à la promotion qu'ils ont eue, il y a un problème aussi à ce niveau. Et puis les écoles de proximité, c'est une bonne chose, mais on ne crée pas les conditions pour accueillir les enseignants. Donc ils travaillent dans des conditions très humiliantes. Il y en a qui sont obligés d'être dans des cours communes, il y a des maisons même où il n'y a pas de toilettes. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, il faut voir le volet social dans la mise en fonction de ces écoles de proximité, là. Voilà. Évidemment, vous le savez, les indemnités des examens des enseignants, là, ça aussi pour payer, c'est compliqué. Alors que ça ne surprend pas l'État. On connaît les périodes des examens, on pouvait s'organiser pour payer tout ça sans qu'il n'y ait de revendications. Les parents aussi se plaignent des livres qui changent régulièrement. Si ce n'est pas chaque année, c'est tous les 2 ans, les livres changent. Nous, quand on allait à l'école, là, on connaît nos livres là. Ce que tu prends au CP1, là, quand tu es au CP2, ton petit frère qui vient au CP1, là, il utilise ça. Tout ça là aussi, là, ça est dans la cherté de la vie. Hein. Maintenant, on ne peut plus se passer les livres. Cette année, on prend le livre A, demain, on prend le livre B. Franchement, ça fatigue les parents. Et d'une école à l'autre, les livres changent. Ce que nous, on connaissait, c'est que dans tout le public, là, les gens ont leurs livres dans les écoles catholiques. Les gens ont leurs livres dans les écoles protestantes. Mais il y avait des livres qu'on avait quand même en commun. Hein. Ce n'était pas si différent que ça. Mais maintenant, là, c'est vraiment compliqué. Les parents même se plaignent aussi du fait qu'on oblige parfois à acheter les fournitures à l'école. Il y a des librairies. Et nos frères qui sont commerçants en ville, là, ils s'en plaignent aussi. Eux, ils vendent leurs livres. Les écoles aussi vendent livres. Finalement, il y a une compétition. L'école n'est pas faite pour ça. On peut recommander des ouvrages. Ça, c'est tout à fait normal par rapport à ce qui a été arrêté dans le curricula de formation. Que d'imposer certains livres. Mais l'école même qui vend toutes les fournitures, là, ça là aussi, ça porte un préjudice à nos frères
commerçants, à nos libraires, parce que, bon, en général, quand ils font ça en collaboration avec certaines librairies, mais ça devient une concurrence déloyale, voilà. Donc, il faut qu'on regarde aussi tous ces aspects-là, c'est très important. Donc, par rapport à l'éducation, c'est ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sera pas très long. On va parler maintenant des annonces ACI. Voilà. Au niveau des annonces ACI, désormais, on va vous rendre compte des audiences qu'on a eues le mardi précédent. Voilà. Donc, le mardi 3 octobre, nous avons reçu l'Association des jeunes leaders de Côte d'Ivoire. C'est une association de jeunes qui est venue se présenter à nous et puis voir dans quel cadre on pourrait envisager une collaboration. En tout cas, les échanges se sont bien passés. On a parlé, on a fait le tour des problèmes que nous avons dans notre pays et nous pensons que cette collaboration sera fructueuse. On a reçu aussi un nouveau collectif qui s'est créé, le collectif des victimes des VTC. Vous savez qu'à un moment, c'était très à la mode. Il y avait des sociétés qui se sont créées pour pouvoir vendre des taxis à des gens, mais c'est pas, ils ne vous donnent pas le taxi, eux-mêmes ils gardent, et puis chaque mois, c'est eux qui le font fonctionner, ils le gèrent pour vous, chaque mois ils vous versent quelque chose, un peu comme on faisait avec Agro-Business. Le problème c'est que quand ce genre de société-là commence à travailler, l'État sait, ce n'est pas des sociétés clandestines. L'État sait très bien que ces sociétés-là sont installées et dans le cadre des VTC, il y a même un d'entre eux qui a été primé comme meilleur entrepreneur. Et quand c'est comme ça, ça encourage les citoyens à souscrire parce qu'ils se disent « Ah, c'est une bonne chose » puisque l'État même les prime. Et puis, à notre grande surprise, comme ça s'est passé pour les maisons de placement, comme ça s'est passé pour Agro-Business, en avril 2023, le ministère des Transports décide de mettre fin aux souscriptions. Et quand ils ont décidé de mettre fin aux souscriptions, ce qui avait été arrêté, c'était qu'on devait rembourser le capital des nouveaux souscripteurs, mais pour les anciens souscripteurs, on devait continuer de verser leur RSI, leur retour sur investissement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Actuellement où on vous parle là, il y a des responsables de sociétés de VTC qui ont disparu. Ils ont disparu avec l'argent des gens. Nous, en tout cas, en ville, on voit encore deux sociétés qui n'ont pas encore disparu, c'est Sotoc et KDS. Les autres, là, ils ont disparu. Donc maintenant, comment les souscripteurs font pour entrer dans leurs fonds? Normalement, avant même de suspendre, le ministère aurait dû prendre les dispositions pour éviter ce genre de situation. Et maintenant, les souscripteurs sont livrés à eux-mêmes. Et ça crée beaucoup de désagréments dans les familles, dans la vie des gens qui ont souscrit. Donc vraiment ça là, c'est un problème. Ils ont créé un collectif. Nous-mêmes, on a écrit au ministre en charge du transport, on n'a pas eu de réponse. On va déposer encore demain un courrier de relance. Mais il faut qu'une solution soit trouvée à ce problème. Ceux qui n'ont pas fui, en tout cas que Dieu les bénisse, il faut qu'on trouve une solution pour que les gens puissent entrer progressivement dans leurs fonds. Ceux qui ont fui là, il faut qu'on les retrouve parce que ce n'est pas sérieux. Ça devient autre chose. Voilà. Donc, il y a eux. Et puis, on a reçu aussi la visite des agriculteurs. Vous avez vu le focus qu'on a publié la dernière fois. C'est parce que les agriculteurs sont fatigués. Ils sont réellement fatigués. On vous invite à lire le focus pour avoir les détails. Ce sur quoi on voudrait insister, c'est que le SAPA-VIMSI a décidé de faire une grève de la faim le 7 novembre 2023. Donc, on veut interpeller nos autorités. C'est le café et le cacao là qui sont la base de l'économie ivoirienne. Ce n'est pas normal que les paysans soient maltraités au point de vouloir sacrifier leur vie à travers une grève de la faim. Donc on espère qu'avant le 7 novembre, une solution sera trouvée pour les apaiser. Mais en attendant, on voudrait vraiment encourager tous les syndicats agricoles à se soutenir. Parce que si le problème est résolu là, ça sera pour tous les agriculteurs. Et ce n'est pas que la filière café-cacao, EVAO, Anacado, toutes les filières des cultures de rente là sont affectées par les mêmes problèmes. Donc l'idéal serait que vous puissiez vous mettre ensemble
soutenir un seul mouvement pour obtenir des résultats. En tout cas, nous, en tant que citoyens, on vous soutient. Parce qu'on sait que c'est grâce au café, au cacao là, que nos parents là, ils ont pu aller à l'école, ils ont pu devenir quelque chose. Tous ceux même qui aujourd'hui sont ministres, sont dans l'administration, ont été présidents ou sont présidents là. Tout ça là, c'est l'agriculture là qui a été à la base de leur scolarisation, de leurs études universitaires, de leur réussite. Donc vraiment, ayez pitié de nos parents paysans. Et puis on veut répondre à ceux qui, sous les publications, disent si c'est comme ça, ils n'ont qu'à abandonner les cultures de rente. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On sait qu'il y a des pays là qui n'ont pas de culture de rente et puis qui s'en sortent. Mais nous là, le cacao est devenu comme une identité pour la Côte d'Ivoire. Quand on dit premier producteur de quelque chose là, c'est important. Donc au lieu de prendre des raccourcis pour dire bon si c'est comme ça, laissez tomber là, non. Tous les domaines ont une réglementation. Et cette réglementation-là, elle doit être appliquée. Ce que les gens disent, c'est que par exemple, au Conseil Café Cacao, là, aucun paysan n'est représenté là-bas. Tout ça, là, c'est des choses qui ne sont pas normales. C'est de normaliser les choses, la fixation des prix. Ce n'est pas normal que des gens s'enrichissent sur le cacao pendant que les paysans souffrent. Donc, on doit régler les problèmes qui méritent d'être réglés. On ne doit pas prendre des raccourcis ou tourner en dérision les problèmes des autres. Quand on ne comprend pas, on n'est pas obligé de réagir. Voilà, c'est très important. Ensuite, on a reçu la visite des Gbans. Pour ceux qui ne connaissent pas les Gbans, c'est ceux qu'on appelle communément les Gagous. Voilà, moi je suis de cette ethnie-là. Nous sommes Doumé. On n'est pas nombreux, mais on est quand même nombreux. Et donc, on veut faire notre brunch comme ça se fait un peu partout avec les autres. Et donc, mes frères et sœurs sont venus m'inviter au brunch des Gbans qui aura lieu le 11 novembre. Donc, nous invitons tous nos amis à s'apprêter à venir découvrir la culture Gban, l'art culinaire Gban, en tout cas les tenues Gban. En tout cas, ça sera une belle occasion pour nous de communier avec nos amis, qu'ils soient Gban ou pas. Donc, on vous invite, apprêtez-vous, mettez ça dans votre calendrier. On va s'amuser ensemble. Voilà, ça va se passer à Eden Events et à la Riviera 2. Voilà, non loin de la station, qui n'est pas loin du siège du journal Le Temps. Là. Voilà, c'est quelque part là-bas, pas loin de André Malraux, l'école André Malraux. Voilà. Donc, ça, c'était pour les visites que nous avons reçues le mardi 3 octobre. On va encore parler des adhésions. Vraiment, on veut dire merci à tous ceux qui font confiance à ACI. On le dit et on le répète, en 2026, nous aurons notre groupe parlementaire. Donc, nous sommes en train de nous apprêter en installant nos bases. Et là, déjà, on a créé 30 groupes WhatsApp, ce qui est a priori 30 bases. Et on va continuer de les créer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de début 2024, on va aller investir nos bases sur le terrain et on va travailler à sensibiliser les Ivoiriens sur les valeurs démocratiques et citoyennes pour qu'aux élections de 2026, les gens soient éclairés sur les vrais critères qu'il faut pour choisir un candidat. C'est très important. Souvent, les populations sont ignorantes. C'est ce qui fait qu'il y en a qui ont des discours démagogiques qui passent, mais on fera en sorte qu'en 2025 et en 2026, ce genre de discours ne prospère plus. Nous tous, on sera sur le terrain. On va enlever les écailles des yeux de nos parents. On va enlever les écailles des yeux des jeunes et on aura une Côte d'Ivoire qui sera vraiment dans le droit chemin, dans les normes, qui va respecter les textes, qui va respecter la Constitution, qui va respecter nos lois. Voilà, c'est très très important. Donc, apprêtez-vous. Tous ceux qui voudraient adhérer à ACI, on vous a dit que désormais, il y a une seule porte d'entrée avec M. Gonto Bernardin Zakwa au 07 48 2 x 59 67. C'est un numéro qui est WhatsApp. Selon votre lieu de résidence, il va vous inscrire dans le groupe qu'il vous faut. Il va vous diriger vers le superviseur de votre groupe et vous serez intégré au groupe de votre lieu de résidence pour participer à nos échanges. À ACI, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas ancien. On met nos idées ensemble, on pense ce qui est bon
et puis on avance. Tout le monde, chacun est important. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne les adhésions. On veut aussi continuer à lancer nos appels aux dons. Merci à tous ceux qui nous ont déjà donné des ordinateurs, mais comme on a dit, on a besoin de portables de bonne résolution, on a besoin de caméras 4K, on n'en a pas encore reçu. On espère que vous serez sensibles à nos appels. Tout ce qui est matériel de communication, vous voyez les focus qu'on fait, on le fait avec nos téléphones parce qu'on n'a pas de matériel. Mais on pourrait faire mieux si on avait du matériel. Voilà. Et nous ne sommes pas obligés de dévoiler les noms de nos donateurs. Vous pouvez nous aider discrètement pour ceux qui ont peur de représailles. Et pour les dons, on vous a donné aussi un seul numéro qui est le 05 46 78 55 19 ou le 07 00 84 85 81. C'est sur ces deux numéros qui sont tenus par une seule personne que vous pouvez faire vos dons, qu'ils soient en espèces comme en nature. C'est une seule personne. Voilà. Il y a une émission que nous animons sur Mind Radio, qui est une radio de la diaspora. On anime une émission dessus pour faire le point de l'actualité du mois précédent, tous les premiers dimanches du mois. Et le dimanche 1er octobre, nous avons reçu le juriste, formateur et politologue Geoffroy Julien Kwao. Nous avons parlé du bilan des élections locales, régionales et sénatoriales et nous avons parlé des insuffisances du système électoral ivoirien. Ça a été des échanges très riches que nous vous encourageons à écouter. La rediffusion sera postée demain pour ceux qui voudraient la suivre. Ça sera sur la page que vous suivez actuellement. On va poster la rediffusion afin que vous puissiez, pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct, vous puissiez savoir de quoi on a parlé. En tout cas, je vous y encourage, vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà. Il y a une marche internationale qui a été lancée sous mon parrainage, qui a été lancée par un frère guinéen qui est le président du mouvement des patriotes pour le développement de la Guinée, le frère Ibrahim Diallo, qui est venu spécialement à Bamako pour cette marche qui va de Bamako à Ouagadougou. Il a commencé à Bamako il y a 7 jours et il poursuit son chemin. Avant-hier, il était à Ségou. Hier, il était aussi à une autre étape. Aujourd'hui, il se dirige vers Bla. Et quand il va arriver à Ouagadougou, on va organiser quelque chose pour que on puisse vraiment nous exprimer sur tout ce qui a motivé cette marche. Cette marche s'appelle la marche pour la souveraineté et la dignité africaine. Parce que le temps est venu pour que les Africains se serrent les mains. On avait dit déjà nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens ici, là, on n'est pas assez solidaires. Mais déjà aussi en tant qu'Africains, il faut que vous commenciez à y penser. On dit quand la maison du voisin brûle, là, on ne s'en réjouit pas. Parce que le feu, là, ça peut venir chez toi aussi. Et quand quelque chose est bon, il faut le soutenir. Vous voyez nos planteurs qui souffrent là, c'est parce que les échanges avec l'Occident sont déséquilibrés qu'il en est ainsi. Voilà. Donc ce genre d'initiative panafricaniste là, ce n'est pas dirigé contre un pays. C'est pour l'intérêt de nous-mêmes les Africains. Donc cette marche, nous la faisons en soutien à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et l'apothéose va se faire au Burkina en soutien au président Ibrahim Traoré. Et on veut vraiment encourager nos frères du Mali, du Niger et du Burkina sur ce qu'ils ont commencé. Et il est souhaitable que toute l'Afrique de l'Ouest puisse être unie autour de cela. Et nous, en tout cas, nous faisons notre part. Ce qu'on peut faire, c'est parler, marcher, faire, dire ce qu'on pense et c'est ce qu'on fait. On espère que tous ceux qui sont dans le même esprit vont nous soutenir. Donc la progression de cette marche-là est publiée sur ma page. Chaque jour, je fais une publication pour dire à quelle étape le frère est. On veut remercier toutes les autorités du Mali, les forces armées maliennes et les populations du Mali qui lui réservent à chaque étape un accueil vraiment chaleureux. Merci beaucoup, c'est ça l'hospitalité africaine. Elle est toujours de mise et nous nous en réjouissons. Voilà. Donc,
On va continuer en revenant sur notre nouvelle page sur laquelle nous sommes en train de faire ce direct et remercier tous ceux qui se sont abonnés parce qu'on n'a pas sponsorisé la page, mais on est déjà à plus de 9000 abonnés en 2 semaines. Nous pensons que c'est déjà bon. Nous vous remercions et nous vous demandons de faire la promotion de la page pour que tous ceux qui ne savent pas encore où nous trouver puissent savoir où nous trouver afin qu'on puisse continuer d'échanger sur comment faire avancer notre pays, comment faire avancer l'Afrique. Voilà. Maintenant, je voudrais dire un dernier mot à ceux qui se fatiguent pour nous menacer là. La Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. Et puis ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas vous qui nous avez envoyé. C'est Dieu lui-même qui a voulu qu'on le fasse. Et on le fera jusqu'au bout. Donc vos menaces, vos commentaires bizarres là, c'est votre problème. Et puis, essayez de parler français aussi quand vous faites vos commentaires là, parce que ça ne vous honore pas. Tu ne sais pas parler français, tu viens sur page des gens, tu écris du n'importe quoi, ça ne fait même pas sérieux. Donc les personnes même qui en ont dans la tête là, ils ne peuvent pas vous prendre au sérieux. Et puis cherchez aussi à argumenter, affirmer les choses là. On dit les PPACI, ces PPACI là c'est injure. Ce n'est pas injure. Donc vraiment, essayez d'être sérieux, donnez des arguments. Est-ce que ce que Pucherik Balé dit est vrai? Quand c'est faux là, vous envoyez des preuves. Mais tant que c'est vrai là, vous vous fatiguez. Et puis vos menaces là, nous là, on n'a même pas peur de ça. On s'en fout de ça. Menaces, prison, je ne sais pas quoi, ça c'est votre problème. Nous là, ce qu'on doit dire pour que la Côte d'Ivoire avance, ce qu'on doit dénoncer pour avoir un état de droit là, tant qu'on peut le faire là, on le fera. On le fera aujourd'hui, on le fera demain. Voilà, donc ne vous fatiguez pas. Voilà. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc on va se dire au revoir et puis vous souhaiter une excellente semaine. On sera à mardi prochain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.